Chaque jour sur Fréquence Évasion 2, retrouvez votre rendez-vous vivant au naturel. Votre santé et celle de vos proches vous préoccupent? Retrouvez-nous sur Fréquence Évasion pour découvrir qu'il est possible de vivre autrement. Rester en bonne santé n'est plus un mystère. Nous parlons des médecines alternatives, du végétarisme et les bienfaits des produits biologiques. Tous les sujets pour vivre sainement sont abordés dans Vivons au naturel sur Fréquence Évasion 2. Dans quelques instants, sur Fréquence Évasion, dans Vivons au naturel, nous serons en compagnie de Didier Lambert et nous allons découvrir les problèmes qu'engendre l'aluminium. Vivons au naturel. Didier Lambert, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Alors, vous êtes président de l'association E3M, association d'entraide aux malades de la myofascie macrophage. Qu'est-ce que ça signifie ? La myofasciite à macrophage, c'est une pathologie neurologique. Myofasciite, ça veut dire une inflammation du fascia qui est l'enveloppe des muscles, donc myofasciite. Et macrophage, ce sont des cellules immunitaires, des cellules de l'immunité qui interviennent au site d'injection des vaccins, en fait, pour essayer d'éliminer l'aluminium qui a été introduit lors des injections de vaccins qui contiennent comme composant de l'hydroxyde d'aluminium comme adjuvant. D'accord. Alors nous allons parler des dangers de l'aluminium et particulièrement dans les vaccins. On en parle de plus en plus un peu partout sur les réseaux sociaux. On en trouve un peu partout de l'aluminium finalement. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, il y a une quinzaine de jours à Lille, entre l'université de Lille et l'université de Kiel en Grande-Bretagne, se tenaient ce qu'on appelle le Kiel Meeting. Ce sont des réunions qui ont lieu tous les 2 ans, qui réunissent l'ensemble des chercheurs qui travaillent sur la question de la toxicité de l'aluminium sous toutes ses formes et qui font régulièrement le point sur les effets toxiques de ce métal. Et effectivement, le fait qu'il soit, alors que c'est un produit neurotoxique, inclus dans les vaccins, pose pas mal de problèmes. Alors, à plusieurs reprises sur cette antenne, nous avons fait des émissions avec Sylvie Simon qui nous mettent en garde contre la dangerosité des vaccins. En quoi sont-ils dangereux, ces vaccins ? Parce qu'ils contiennent de l'aluminium ? Disons que nous, c'est un peu notre spécificité ou notre spécialité, parce qu'avec le temps, on devient expert. Ça fait une vingtaine d'années que les chercheurs travaillent sur ce sujet et que nous-mêmes, nous sommes malades, ou en tout cas que notre maladie a été identifiée. Donc oui, l'aluminium est un produit neurotoxique. On sait depuis très peu de temps qu'en fait, lors de toute injection, il migre dans l'organisme pour atteindre le cerveau, en tout cas pour une partie, alors qu'il est utilisé depuis 1926 et que tout le monde était persuadé jusqu'à il y a quelques années que cet aluminium était éliminé en quelques semaines par l'urine, parce que c'est un produit justement toxique et que tous les organismes vivants le rejettent. Mais ça se passe pas comme ça chez l'homme. Et effectivement, il migre dans l'organisme, il atteint le cerveau, et dans la mesure où on apprend, où on découvre qu'un produit neurotoxique, qui en plus est possiblement cancérigène et possiblement perturbateur endocrinien, c'était la ministre de la Santé qui nous l'avait écrit, on ne peut pas ne pas se poser de questions. Alors justement, quels sont les effets indésirables de l'aluminium à long terme sur l'organisme ? Alors je pense qu'il y a différents effets. En ce qui nous concerne, en ce qui concerne notre maladie, c'est une maladie qui se met en place progressivement. C'est-à-dire qu'elle n'apparaît pas 15 jours ou 3 semaines après l'injection d'un vaccin. Elle apparaît quelques mois, voire quelques années après l'injection. Parce qu'il faut du temps pour que l'aluminium migre dans l'organisme, et parce qu'une fois qu'il est dans le cerveau, il faut du temps pour qu'il, sans doute, pour qu'il fasse des dommages du fait de sa neurotoxicité. Donc les troubles que nous avons, ce sont des troubles qui se manifestent, ce sont des troubles des douleurs musculaires, des douleurs articulaires, de l'épuisement chronique, donc tout ceci on l'a en permanence, et aussi des troubles cognitifs au niveau de l'attention, de la mémoire visuelle, de la concentration, etc. Alors tous les vaccins contiennent de l'aluminium ? À peu près 2/3 des vaccins. Donc ceux par exemple, diphtérie, tétanos, polio, coqueluche, hépatite A, hépatite B, gardasil. Vivons au naturel. Alors justement, aujourd'hui, on est devant le fait accompli. Comment faire pour s'en préserver ? C'est une très bonne question. C'est pas à nous qu'il faut la poser. On ne peut pas s'en préserver pour l'instant. Donc si vous voulez, il y a un risque qui est avéré, qui maintenant est prouvé, le fait que
dans le cerveau et déclenche en particulier la myofascite à macrophage, même s'il est largement contesté par les autorités sanitaires. N'empêche que c'est prouvé par les chercheurs de l'équipe INSERM de l'hôpital Henri Mondor de Créteil, que c'est validé par le professeur Schoenfeld, qui est le plus grand spécialiste au monde des maladies auto-immunes. Donc, de ce côté-là, si vous voulez, sur un plan purement scientifique, il n'y a pas vraiment de discussion encore. Par contre, effectivement, comment faire pour s'en préserver? Pour s'en préserver, il faudrait que les autorités sanitaires, que les élus, que les politiques s'emparent vraiment du sujet et apportent les réponses qu'il est possible d'apporter en plus. Parce que jusqu'en 2008, par exemple, il existait un vaccin diphtérie, tétanos, polio qui était sans aluminium. C'est un exemple. Il y a eu aussi de 1974 à 1986, donc pendant 12 ans, des vaccins qui ont été développés par l'Institut Pasteur sur phosphate de calcium, qui est un composant naturel de l'organisme, parce que l'Institut Pasteur avait compris que l'hydroxyde d'aluminium, que les sels d'aluminium mis dans les vaccins pouvaient être dangereux. Donc ils avaient fait le choix de les retirer, de mettre un produit qui lui était un composant naturel de l'organisme et qui a priori ne posait pas de danger. Alors, à part les vaccins, on en trouve où de l'aluminium? Oui, alors là, vous allez me poser des questions qui sortent un petit peu de, de mes compétences. Oui, on en trouve dans les produits alimentaires, on en trouve de l'eau. Des études ont prouvé que dans certaines zones de France où l'eau était, par exemple, purifiée à l'aide de sel d'aluminium, le taux de personnes ayant des maladies d'Alzheimer était plus important. Donc, il y a des publications sur le sujet, oui, tout à fait. Vous en avez aussi dans les déodorants. Oui, on en parle beaucoup, d'ailleurs. Et d'ailleurs, l'Agence du médicament alors qu'il était question de fixer des doses au-delà desquelles il fallait être prudent, dans le cas des déodorants, des antitranspirants, pour des personnes qui s'épilent ou qui se rasent les aisselles, il n'y a pas de dose minimum. C'est pas possible. Donc il ne faut pas prendre de déodorant avec aluminium dans ces cas-là. Alors, un médecin disait, c'était sur une vidéo qui circulait sur Facebook, je crois, enfin sur un réseau social en tout cas. Je pense que c'était un médecin anglais qui disait que on pouvait éliminer l'aluminium en prenant du silicium. Oui, tout à fait. Alors c'est très certainement le professeur Chris Exley. Oui, je crois. Voilà, qui est de l'université Kiel, justement, l'université qui organise tous les deux ans ces rencontres des spécialistes. Et c'est quelqu'un qu'on appelle dans le monde entier Monsieur Aluminium. Dans ses pairs, il est réputé comme étant le Monsieur Aluminium mondial. Donc il connaît très bien ces sujets. Et effectivement, la silice, donc on en trouve dans certaines eaux en bouteille, la silice est un chélateur de l'aluminium circulant. Voilà. Donc si vous avez de l'aluminium qui circule dans votre organisme, si vous prenez une bouteille d'une marque qui a beaucoup de silicium, qui comporte beaucoup de silicium, vous allez éliminer beaucoup plus d'aluminium que si vous n'en prenez pas. Donc c'est certainement une précaution à prendre. Alors il y a le silicium organique aussi. Oui, alors là je m'avancerai pas sur le sujet. La référence pour moi sur ces questions, c'est le professeur Chris Huxley. Et lui, quand il parle de chélation par rapport à l'aluminium que l'on peut absorber en permanence, il est plutôt sur de l'eau chargée en silice. Pour lui, si vous voulez, on est passé à l'âge de l'aluminium maintenant. Pour l'instant, ce n'est pas encore intégré dans les politiques de santé, mais on aurait tout intérêt à le faire parce que plus vite on en prendra conscience, plus on prendra les mesures adéquates, en particulier en termes de chélation permanente pour que cet aluminium qui circule dans notre organisme soit éliminé le plus rapidement possible. Alors, est-ce que la silice élimine aussi l'aluminium qui a été stocké antérieurement dans l'organisme? Non. Pour l'instant, on ne le pense pas. On n'est pas sûr. Pour l'instant, on pense que non. Mais si vous voulez, votre question renvoie à une problématique plus large. C'est-à-dire, si on regarde les choses en face, si on se dit il y a peut-être un problème avec l'aluminium en général, dans ce cas-là, on fait des recherches et on cherche à répondre aux questions qui sont posées. Or, il n'y a pas de financement public sur ces questions. On préfère mettre un oreiller sur le sujet, ne pas en entendre parler, puis le jour où ça éclatera, on sera bien obligé de tous regarder, mais ça sera déjà un peu tard pour toutes les personnes qui auront pris de l'aluminium. Parce que ça fait un moment que ça dure quand même, cette histoire. Oui, ça fait un moment que ça dure, oui. Vous savez que quand je vous dis que Pasteur a retiré par exemple l'aluminium de ses vaccins en 1974, il a été remis en circulation pour des questions de processus industriel de la part de l'Institut Mérieux, qui ensuite est devenu Aventis, qui ensuite est devenu Sanofi. Mais voilà, les questions sont posées depuis bien longtemps. Vivons au naturel sur Fréquence Évasion 2.
Alors il y a d'autres façons de faire, hein, justement, pour les vaccins, on peut procéder autrement et puis retirer enfin cet aluminium. Ah ben nous en sommes persuadés. En tout cas pour les vaccins diphtérie, tétanos, polio, coqueluche, qui correspondent en particulier diphtérie, tétanos, polio à l'obligation vaccinale actuelle, on sait que des vaccins peuvent se faire sans aluminium et d'autres part éventuellement avec du phosphate de calcium. Voilà. Et que cela, a priori, ne présente pas de risque. En tout cas, beaucoup moins que ceux qui ont de l'aluminium. Et on sait faire. Après, Ah oui. c'est une question de choix politiques, enfin, de choix industriels. Bon, mais maintenant, on sait que les choix industriels, c'est pas obligatoirement les questions de santé publique qui sont la préoccupation première. Il y a des documentaires qui circulent, qui sont passés à la télé récemment, ou des livres comme celui de John Virapen, qui était PDG d'un laboratoire pharmaceutique en Suède, qui explique tout le fonctionnement. On voit bien comment les choses se mettent en place. Donc il faut qu'il y ait une volonté politique vraie. Et comme on est en ce moment en train de préparer la loi de santé publique qui doit être débattue au Parlement dans les semaines qui viennent, il est urgent que les parlementaires se mobilisent sur ces questions. Alors par rapport à votre association E3M, est-ce que vous avez eu des contacts avec les responsables politiques? Oui. Et alors, quelle est leur réaction? La réaction, c'est la technique de l'édredon, de l'oreiller. Il n'y a pas de problème. Il n'y a jamais de problème d'ailleurs. Il n'y a pas de problème, donc qu'est-ce que vous voulez que... La loi de santé publique qui va arriver devant la Commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale ces jours-ci. Il n'y a pas un seul article sur la sécurité vaccinale. Rien. Pas un seul. La population française est en train de perdre confiance dans la politique vaccinale. Il y a des chiffres qui sont importants. Et pourtant, alors on va faire des campagnes d'information, de publicité, on l'appellera comme on voudra, mais on ne va pas aller traiter la question que se posent de plus en plus de Français, et dans toutes les couches de la population, sur la question de la sécurité vaccinale, et en particulier de l'aluminium. C'est une erreur fondamentale. Oui, parce que nous, on le constate à la radio, combien de personnes nous disent on veut plus faire vacciner les enfants, on veut plus recevoir de vaccins, hein, ça c'est clair. Vous savez, moi je les comprends bien. Ouais. Franchement, je les comprends oui, il y bien. a de quoi avoir peur quand même. Hein. Oui, je ne sais pas si vous connaissez les chiffres de l'explosion de... Alors ça, on va peut-être avoir l'impression que je pars un peu loin, mais on va revenir. L'explosion de l'autisme aux États-Unis. Non, Sylvie Simon en parlait justement. Oui. Ouais. C'est absolument sidérant. C'est-à-dire qu'on a une courbe exponentielle. En 75, un enfant sur 5000, 1 sur 5000, était atteint de troubles autistiques. Et en 2014, c'est 1 sur 68. Et quand on regarde la courbe, c'est une courbe exponentielle. Alors, dans ce laps de temps, il y a eu des changements de définition sur la notion de troubles autistiques, etc. Mais ça n'explique absolument pas cette évolution absolument énorme. 1 sur 68. Et sur ces enfants-là, 40% ont un QI inférieur à 70. C'est-à-dire qu'on est en train de fabriquer des générations qui vont être dans la souffrance, dans le mal-être. C'est absolument... On se prépare une société qui est absolument extraordinaire. Alors, quelle est la cause de cette explosion de l'autisme? Les causes sont certainement multiples, certainement plurifactorielles. Mais des publications alertent sur l'influence ou la co-influence, par exemple, entre l'aluminium des vaccins et des produits chimiques comme le glyphosate, qui est un désherbant bien connu, le Roundup. Et ensemble, ils auraient des effets délétères absolument terribles. Alors, soit on regarde ces choses-là en face, ce sont des chiffres qui sont publics, ce ne sont pas des chiffres inventés, ce sont des chiffres publics, soit on regarde en face et on se pose les bonnes questions, soit on continue à mettre l'oreiller sur le sujet. Ben oui, c'est ça le problème. Alors, pour terminer, nous allons parler de votre association. Quels sont les principaux objectifs et les principales actions que vous mettez en œuvre à l'association 3M? E3M, voilà, oui, E3M. Si vous voulez, l'association a été créée en 2001 et depuis toujours, l'objectif de l'association, le point focal, c'est la recherche. On est persuadé que c'est par la connaissance que la question peut se régler. Donc, depuis toujours, alors qu'il n'y a aucun financement public pour la recherche sur ces questions, nous soutenons avec nos petits moyens la recherche qui est menée par l'équipe INSERM de l'hôpital Henri Mondor de Créteil avec les professeurs Gherardi et Autier. Pour nous, c'est la première des choses. Et si des auditeurs veulent nous aider, c'est bien volontiers que des fonds peuvent transiter par nous pour soutenir la recherche, parce que pour l'instant, les fonds publics manquent un peu, quoi. Bien sûr. Donc
Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que, en attendant que la recherche apporte les réponses, et maintenant les réponses sont de plus en plus claires, parce que l'imagerie médicale montre maintenant clairement des zones qui sont atteintes, qui sont lésées, qui sont physiquement lésées dans notre cerveau, en lien avec des déficiences aux tests cognitifs qu'on a pu passer, etc. Donc, principe de précaution, au plus vite, mettre en place des vaccins sans aluminium. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est, bien évidemment, il faut penser à indemniser ces personnes qui sont malades et qui se retrouvent très souvent avec des demi-salaires, avec 450 € par mois pour vivre, par exemple. Et le dernier point, c'est un point un peu spécial et qui arrive depuis peu, c'est la question du garde asile pour lequel on demande un moratoire de toute urgence. Que l'histoire du garde asile, c'est une histoire qui fait un peu froid dans le dos. Bah oui, mais il y a beaucoup de choses qui font froid dans le dos d'ailleurs. Ouais. Vivons au naturel. Je voudrais juste vous dire un mot sur le garde asile. Allez-y. Parce qu'il y a la question de l'aluminium, dont on vient de parler, mais il y a un deuxième aspect sur le garde asile. C'est peut-être le cas dans d'autres vaccins aussi, mais en tout cas sur le garde asile, on a des éléments. Le garde asile, c'est un vaccin qui a été travaillé à partir d'ADN du papillomavirus. Et dans les notices du vaccin, il est bien écrit qu'on ne doit retrouver aucune trace d'ADN dans le vaccin. Or, c'est pas le cas. Un chercheur nord-américain des USA, le Dr Lee, a découvert, et ça a été confirmé par le professeur Bellec de l'hôpital européen Georges Pompidou, qu'il y a dans le garde asile des fragments d'ADN qui n'ont rien à y faire. Et le professeur Bellec a été plus loin, il a analysé ça, et dans chaque ampoule de garde asile, il y a 300 à 400 fragments d'ADN du papillomavirus qui est scotché sur l'aluminium. Théoriquement, dans la mesure où l'aluminium migre dans l'organisme pour atteindre le cerveau, théoriquement, ça demanderait des recherches, cet aluminium, pour le garde asile, peut ne pas migrer tout seul, et peut-être amène-t-il avec lui des fragments d'ADN vers le cerveau. Ah d'accord, oui. Et si vous avez un morceau d'ADN d'un virus que vous avez fait introduire dans le cerveau, ça pourrait tout à fait expliquer des pathologies dont on est en train de parler, qui font l'objet de démarches judiciaires en ce moment. Oui, enfin c'est un peu effrayant tout ça. Hein. Donc là, on demande un moratoire et pour l'instant, l'objectif des autorités sanitaires et du gouvernement, c'est plutôt d'élargir le nombre, d'augmenter le nombre de personnes qui seraient vaccinées avec le garde asile, d'inclure des jeunes garçons, pas simplement des jeunes filles, et on prévoit aussi éventuellement de se passer de l'autorisation des parents pour les jeunes garçons et jeunes filles adolescents. Alors pour terminer sur une note un peu positive, est-ce que vous auriez des conseils, enfin des renseignements à donner aux auditeurs pour justement éliminer l'aluminium, par exemple dans l'alimentation, on dit que tel ou tel fruit ou légumes ou je ne sais quoi, élimine l'aluminium, contient de la silice par exemple. Écoutez, si j'avais des conseils à donner, mais bon, le premier conseil, ça serait il faut agir, il faut être des hommes et des femmes debout, il faut résister un peu, il faut interpeller ses responsables politiques, ses députés, ses sénateurs, c'est le moment, c'est maintenant, il y a une loi de santé publique qui va être débattue, et il faut que les parlementaires prennent leurs responsabilités. Deuxièmement, par rapport aux produits, je ne suis pas assez spécialiste et compétent pour vous répondre, mais je crois qu'il faut que tout le monde soit vigilant sur la qualité de notre environnement dans le sens large. C'est ce avec quoi nous vivons, c'est ce que nous mangerons, c'est ce que nous respirons. Voilà, je crois que le message, c'est un message de vigilance et puis de résistance, si vous me permettez. Oui, on a l'habitude. Oui. Il n'y a pas de problème. Oui. Alors, vous avez un site internet, vous allez nous donner l'adresse déjà ? Donc c'est www.asso-e3m.fr. Et qu'est-ce que l'on peut trouver sur le site de l'association ? Alors c'est un site qu'on est en train de refaire, hein. Il est un peu ancien, il y a beaucoup de choses à l'intérieur, elles sont un peu compliquées à trouver. On est en train de le refaire, mais on peut trouver toutes les informations scientifiques, par exemple, des publications. Elles sont en anglais et de temps en temps en français quand on les a traduites. On trouve des vidéos de témoignages, on trouve des articles de presse, on trouve des dossiers que nous avons faits sur tous les sujets, par exemple, dont on vient de parler aujourd'hui. Il y a beaucoup d'informations qui sont un peu difficiles à trouver. Et j'en profite aussi pour dire que si vous avez des auditeurs qui ont envie de s'investir sur ces questions, l'aide est bienvenue parce qu'il y a beaucoup de choses à faire.
D'accord, le message est lancé, pas de problème. Voilà. Merci Didier Lambert et bon courage pour la suite. Merci à vous. À Au très revoir. bientôt, au revoir. Sur Fréquence Évasion, vivons au naturel. Fréquence Évasion.